Nous allons nous déplacer un peu. Nahal Tajadod, vous êtes écrivain, vous êtes né en Iran, vous êtes arrivé en France à la fin des années 70 pour étudier le chinois au Langzhou. Vous avez écrit de nombreux livres, travaillé aussi bien sur la poésie que sur les traditions religieuses. Votre dernier livre, il y a eu beaucoup de livres, votre dernier livre paru l'année dernière s'appelait tout simplement, pourrais-je dire, « Les simples prétextes du bonheur ». Et je crois que nous allons entendre un texte très poétique. J'espère. On vous écoute. Voilà, donc je suis iranienne et je dirais que, comme ça, de but en blanc, être iranienne ici, pour moi, ça a été toujours une force. J'avais 17 ans quand je suis arrivée à Paris pour faire, comme vous m'avez dit, des études universitaires à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, pour apprendre la langue et la civilisation chinoise. Le premier cours que j'ai fréquenté, c'était celui de François Cheng, qui est à l'Académie française aujourd'hui et a écrit beaucoup de livres sur la civilisation chinoise. Il demandait à chaque étudiant de se présenter. Et quand j'ai dit que j'étais iranienne, devant toute la classe, dès le début, il a dit « Vous serez mon interlocutrice privilégiée ». Une mission vraiment, dès le premier jour, je me suis dit, mais avec mon nom imprononçable, Nahal Tajadod et tout ça, je suis l'interlocutrice privilégiée de François Cheng. Les autres professeurs ont suivi, notamment Jacques Pampano, et ils m'ont dit tout de suite de travailler sur l'apport des Iraniens en Chine. C'est un sujet méconnu de tous, aussi bien des Chinois que des Français et même des Iraniens. Alors, le sujet d'aujourd'hui étant la mémoire, je devrais, en ce qui me concerne, parler plutôt de l'éloignement du pays, de l'Iran en l'occurrence, et aussi de l'exil et de sa compagne, la mémoire. Quel était l'impact de l'exil sur ma mémoire? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a été rejeté? J'ai quitté l'Iran à l'âge de 17 ans, c'était 2 ans avant la Révolution, donc vous pouvez calculer mon âge. Je ne le dirai pas comme ça. Je suis issue d'une famille d'intellectuels francophones. Mon père était homme politique arabisant et aussi passionné de la Révolution française. Il a aussi traduit Victor Hugo en persan. Et ma mère était dramaturge. Elle participait du temps du Shah à un festival à Shiraz, au sud de l'Iran, un festival d'art où venaient Grotowski, Cantor, Terayama, Boulez, Xenakis, et j'en passe. À cette occasion, elle-même avait travaillé avec Peter Brook pour une pièce de théâtre, Orgasme à Persépolis. Moi, j'allais au lycée français de Téhéran, inauguré par le général de Gaulle et l'impératrice d'Iran, et j'étudiais nos ancêtres les Gaulois, les massifs montagneux de France, etc. À 17 ans, j'arrive donc à Paris pour faire des études de chinois. La révolution n'a pas encore eu lieu, et du fait que j'étais titulaire d'un bac français, et que mes amis aussi, on était programmés pour venir faire les études ici. Donc, j'ai des amis médecins qui ont fréquenté cet amphithéâtre. Donc, le passage entre Téhéran et Paris s'est fait vraiment avec de la douceur, comme un déménagement d'un quartier à l'autre. Ma mère venait me voir très régulièrement, mon père était décédé, et moi, j'allais passer toutes les vacances en Iran. Mais les choses changèrent très vite. Les manifestations contre le Shah sont arrivées, la création des partis politiques, la publication des livres interdits, la projection des films non censurés et tout ce qui pouvait attirer la jeunesse et même les moins jeunes qui, pendant tout le régime des Pahlavis, ont été privés de débats et d'échanges politiques. Puis l'ayatollah Khomeini, le dirigeant principal de l'opposition, va s'installer en France, à Neauphle-le-Château. Par curiosité, je suis allée même le voir. Et en janvier 1979, le Shah a dû quitter l'Iran. En février, l'ayatollah Khomeini arrive en Iran, vole Air France, et peu de temps après, la République islamique a été instaurée. Pour ma famille et mon entourage, le changement a été brutal et total. Les artistes et les intellectuels que nous fréquentions, pour la plupart francophones, furent obligés de quitter l'Iran, les théâtres, les salles de cinéma,
Les salles de concert et les universités furent fermées, les institutions françaises aussi, et notamment mon lycée. Et ont commencé les confiscations des biens des gens qui avaient quitté l'Iran et aussi des gens que le régime a commencé à emprisonner. Et mon monde tranquille, francophone, artistique et éternel s'écroula en quelques mois. Mais j'étais en France, j'étais à Paris, j'étais à l'INALCO et je continuais à faire mes études de chinois. Les psychanalystes. Dans une certaine nonchalance, probablement liée à mon âge. J'étais plus préoccupée par mes histoires de cœur que la mort du Shah, l'invasion de l'Iran par l'Irak, le million de martyrs rien que du côté iranien et la masse considérable des mutilés et des gazés. Je revenais pour les vacances en Iran, non plus dans notre grande maison avec piscine au-dessous du palais du Shah, mais dans un appartement qui ne me disait vraiment plus rien. En fait, pour moi, le changement commença avec l'obligation de la vente de la maison. Nous n'avions plus d'autres ressources. Ne plus pouvoir retourner à la maison. La révolution, c'était ça, en tout cas pour moi. 38 ans ont passé et à chaque fois, quand j'arrive à Téhéran, c'est vers cette maison que je veux me diriger. Je peux fermer les yeux et trouver encore l'emplacement exact de toutes les prises électriques, la marche de l'escalier qui grinçait, le placard qui ouvrait mal, les pots fêlés des géraniums, le chat aveugle qui somnolait sur la balançoire. Tout est resté intact. L'odeur du tabac froid de la bibliothèque de mon père, il fumait en cachette, et de l'amidon de la chambre de la nounou. La révolution était la perte de cette maison. Ce qui est resté dans ma mémoire, c'est définitivement cela. Mais si on m'a demandé de vous parler aujourd'hui, c'est pour entendre, me semble-t-il, mon point de vue d'écrivain. Après mon doctorat qui portait sur le manichéisme chinois, mon doctorat en Langzhou, qui portait sur le manichéisme chinois, le manichéisme étant une religion iranienne qui est née au IIIe siècle et qui a été diffusée en Chine au 8e siècle. Donc après cela, il y a un travail sur l'apport des Iraniens, j'y reviens, dans la diffusion des religions non chinoises en Chine par les routes de la soie durant le Moyen-Âge. En gros, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam et les religions iraniennes comme le manichéisme et le zoroastrisme sont arrivés en Chine par le monde iranien. C'est la situation géographique de l'Iran qui explique cela, mais en fait, j'ai travaillé sur cela. Donc, après tout ce travail et la publication des ouvrages qui n'étaient lus que par 2 ou peut-être 3 personnes, j'ai été approchée par Laurent Lafont qui m'a demandé d'écrire sur l'Iran. L'Iran intriguait, il intrigue toujours. Et il se trouve que je fis un voyage en Iran et pendant ce voyage, je devais renouveler mon passeport iranien. À cette occasion, j'ai dû affronter bien l'administration iranienne, mais fréquenter aussi un milieu avec lequel je n'avais jamais eu affaire. Un médecin légiste, des petits commerçants, des gardiens de la Révolution. J'étais plongée dans un Iran que j'ignorais, avec son propre langage, son esprit d'entraide, son désir de quitter l'Iran, même les hauts gradés de la police cherchaient un visa Schengen. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai commencé à raconter cette histoire autour de moi, ça faisait rire, ça plaisait aux gens, et donc j'en ai fait un livre qui est sorti, et après, je me suis rendu compte que je peux écrire d'autres livres. Depuis, j'ai continué à écrire, et toujours des livres dont l'histoire se passe en Iran et dont les personnages sont iraniens. J'écris directement en français. Cela fait 40 ans que je suis en France. Mon époux est français. Je parle avec ma fille en français. Et mon installation en France, comme je vous ai dit, s'est faite avec de la douceur, sans pathos. Mais lorsque je veux écrire et choisir un personnage, c'est quelqu'un de là-bas, de l'Iran qui surgit, et surtout de la classe moyenne iranienne, avec un nom bien iranien. Quelqu'un qui ne vient pas de mon enfance, ni d'aucune partie de ma mémoire. Plus je vis hors de l'Iran, plus je suis habitée par la majorité des Iraniens, et non du soi-disant l'élite, les intellectuels ou les artistes de mon entourage.
Je ne peux pas raconter l'histoire de la fille qui allait au lycée français de Téhéran, mais l'histoire de ceux qui regardaient de l'extérieur ce lycée et n'y avaient pas accès. Je me rends compte que l'éloignement, pour moi, a créé peut-être une appartenance qui n'a jamais existé. Il y en a qui se créent un passé glorieux et doré. Moi, je m'invente un passé ultra populaire, sans lycée français, ni parents francophones et intellectuels. Et lorsque je veux écrire une mémoire, celle qui ne repose pas sur du vécu, dirige ma pensée. Il me semble même que le résultat n'est pas faux, peut-être même assez juste. Un Iranien m'a dit que lorsqu'il lit mes livres en français, il entend le persan des rues de Téhéran. Lorsque Muriel m'a demandé de réfléchir à cette conférence, étant écrivain et vivant à l'extérieur de mon pays d'origine, je me suis dit que partager avec vous l'expérience d'une persane en France, d'une Iranienne, aurait peut-être quelque intérêt. Mais en réfléchissant sur ce sujet, je me suis aperçue, comme je vous l'ai dit, et comme le souligne le Dalai Lama, que l'exil a été une force. Outre l'estimation de mes professeurs dont je vous ai parlé, par l'intermédiaire d'une mémoire ancestrale, l'exil m'a apporté des souvenirs que je n'ai pas vécus. C'est un cadeau pour un écrivain. Il ne s'agit pas de l'imagination. Si je voulais utiliser une imagination créatrice, j'aurais écrit sur la campagne française, que je connais assez bien pour y avoir vécu un certain nombre d'étés, ou sur des Parisiennes qui ont mon âge, majoritairement en désarroi affectif et sentimental. D'ailleurs, je l'ai fait dans mon tout dernier livre, mais l'histoire se termine en Iran dans les bras de la classe moyenne. Dans la philosophie iranienne, il existe un lieu, le Na Koja Abad, qui est traduit par Henri Corbin, le pays du non-où, avec accent. Il décrit un lieu où les rêves deviennent réalité et où les réalités deviennent rêves, où la mémoire devient oubli et où l'oubli devient mémoire. C'est dans ce pays du non-où que je situerai tout ce que l'éloignement et l'exil a trié, fait oublier, repoussé, au contraire, éclairé et mis en avant. L'exil comme une force, donc. C'est ce que le Dalai Lama a dit, c'est aussi ce que le grand poète mystique iranien Rumi du XIIIe siècle a répété. Rumi a été obligé de quitter Balkh en Afghanistan d'aujourd'hui à cause de l'invasion moghole et d'aller s'installer à Konya en Anatolie, en Turquie, où il devint un très grand penseur jusqu'à la rencontre d'un derviche errant, Shams de Tabriz, qui l'a révélé à lui-même et en a fait un danseur, c'est le samal, la danse des derviches tourneurs, et surtout un immense poète mystique. Dans une parabole, il raconte l'histoire de 3 poissons, un intelligent, un semi-intelligent et un bête. À l'approche des pêcheurs, le poisson intelligent tout de suite saute de là où il était dans un cours d'eau pour aller retrouver l'océan. Les pêcheurs se rapprochent du petit cours d'eau où se trouvaient les 2 autres, qui ne voulaient pas quitter leur terre natale. Le deuxième se dit, il est trop tard, il fait le mort. Le pêcheur le saisit et le jette dans un autre cours d'eau qui mène à l'océan. Ce deuxième est sauvé de justesse. Le troisième, qui voulait absolument rester dans sa patrie, dans sa terre natale, est pêché et consommé. Lorsque je lisais pour les devoirs d'école cette parabole en Iran, ça ne me disait absolument rien. Mais c'est une fois confrontée à la Révolution et étant loin du pays que je compris pourquoi des 3 poissons, le plus intelligent était le premier. Rumi était lui-même un exilé. Il a quitté sa terre natale comme le Dalai Lama, comme des millions de gens aujourd'hui fuyant les guerres et les Mongols du XXIe siècle et du XXe siècle aussi. Les témoignages d'aujourd'hui sont bouleversants, mais lui aussi a montré que l'exil était une force. Je ne peux pas me mettre à leur place, mais je pense que cette force est le fruit d'une coupure, de la coupure avec soi-même. D'ailleurs, le premier vers du grand ouvrage de Rumi, le Masnavi, qui pour les Iraniens c'est le Coran en langue persane, et écoute les gémissements de la flûte qui se sépare des roseaux.
pour que la flûte puisse jouer. Et devenir un instrument de musique, il faut qu'elle soit coupée du roseau. Il faut qu'elle soit séparée de ses origines premières. Une transformation est nécessaire, primordiale, salutaire. Dans ce processus, la mémoire et l'oubli, qui se situent dans les 3 temps, jouent un rôle essentiel. Qu'est-ce que l'exil ou l'éloignement de la terre d'origine décide de garder, de mettre de côté ou de jeter? Je peux témoigner de la présence des petits pions, des gens très ordinaires, qui ont remplacé la reine, le roi, les privilégiés et l'élite sur l'échiquier de ma vie, exactement comme ce qui s'est passé à l'échelle du pays. Ma mémoire est peuplée d'une multitude de pions que je ne connais pas, qui viennent d'un passé que je n'ai pas vécu, sauf au pays du non-où, mais qui exigent que j'écrive leur histoire. Pour conclure, je voudrais juste rappeler que le plus grand poète persan, Hafez, qui vivait au XIVe siècle, avait un tout autre nom. Il a été appelé de la sorte parce qu'il se souvenait. Hafez veut dire celui qui se souvient. Dans son cas, il s'agissait du Coran, bien qu'il ait écrit des centaines de vers sur le vin et les tavernes. Mais le mot Hafez, celui qui se souvient, signifie aussi en persan celui qui garde. Un lieu comme un souvenir. La mémoire hafezée est d'ailleurs de la même racine. Je ne peux pas me prononcer sur la mémoire du Dalai Lama, de Rumi ou du premier poisson, mais ce qu'ils ont gardé et fait rayonner, c'est aussi la culture de leur pays d'origine. Ils se sont coupés d'eux-mêmes, mais ont transporté leurs semblables en eux et partout. Sans le Dalai Lama, le bouddhisme tibétain ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, le bouddhisme tout court, et aurait disparu dans la civilisation chinoise. Sans Rumi et la poésie persane, la pensée iranienne aurait été avalée par les courants dominants de l'islam. Sans le poisson qui a rejoint l'océan, tout souvenir du petit cours d'eau, sa patrie d'origine, aurait disparu. Je pense qu'à mon échelle, écrire sur les gens ordinaires de mon pays et aussi leur donner la possibilité de s'exprimer, de les montrer, de les protéger aussi. Je suis convaincue que si l'Iran n'a pas encore été bombardé, c'est à cause du travail de tous les artistes, écrivains et cinéastes iraniens qui, lorsque l'administration Bush hier et Trump aujourd'hui associent l'Iran et son peuple à l'axe du mal, ont montré par leur présence que l'Iran peut être autre chose. Un enfant qui veut faire ses devoirs dans un film de Kiarostami, un couple qui se sépare dans un film de Farhodi, des jeunes gens qui veulent juste chanter dans un film de Panahi. Montrer pour protéger, pour garder et se souvenir, c'est peut-être aussi ça, la mémoire.